Au programme de ce grand forum pour ce jeudi 3 janvier, la question du jour, l'arrestation de Éric Drouet hier soir est-elle politique selon vous? Vous répondez à cette question sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. On vous donnera la tendance dans quelques minutes et on vous demandera également vos réactions au 01 40 33 9000. Depuis le 1er janvier, Tel Aviv et Washington ne sont plus membres de l'UNESCO, une décision prise en 2017 après des votes de résolution jugé anti-Israël. Le local du député de la Gironde, Florent Boudier, a été vandalisé. Des tags contre l'islam et des mineurs isolés étrangers ont été retrouvés. L'élu accuse la mouvance identitaire anti-musulman, anti-migrants. Sans oublier tout à l'heure le zapping et nos chroniqueurs du jour, Yasser Louati, Audrey Pronosti et Mehdi Chebaiki. Le Grand Forum, merci d'être avec nous et en direct, revient dans un instant avec nos chroniqueurs pour vous accompagner évidemment en direct. On va parler donc de Éric Drouet qui, vous le savez, a été arrêté hier. Il a été placé en garde à vue et il vient d'ailleurs un instant même d'en sortir. On en reparle en détail parce que on va vous poser la question aujourd'hui. S'agit-il pour vous d'une arrestation à caractère politique? On en reparle ensemble. C'est la question à laquelle vous pouvez répondre sur la page Facebook France Maghreb 2 et sur le Twitter. Le grand forum FM2 pour en parler avec nous, auditrice, auditeur. Audrey Pronosti dans un instant, Yasser Louati ainsi que Mehdi Chebaiki, notre Lyonnais, sera avec nous dans un instant. 01 40 33 9000, l'arrestation d'Éric Drouet hier soir lors d'une manifestation à la Concorde, manifestation non enregistrée, non déclarée. Eh bien, est-ce une arrestation politique? Vous nous en parlerez, vous nous donnerez votre avis qui nous intéresse. Comme d'habitude dans cette émission, vos appels en direct 01
Sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, votre émission qui vous ressemble et vous rassemble tous les jours de 16h à 18h sur France Maghreb 2 pour continuer de décortiquer cette actualité ô combien chargée. Et pour être avec nous aujourd'hui, un trio. C'est pas la première d'ailleurs de ce trio, donc à renouveler davantage parce qu'il est bon à chaque fois. Audrey Pronesti, bonjour. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Bonjour bonne année, bonne année ma chère Audrey. Oui, au passage quand même. Absolument, meilleurs vœux et plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Tous mes vœux pour tout le monde et surtout pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Donc ravi de vous retrouver, vraiment. Exactement, partagez ma chère Audrey. Avis tranché, tout à l'heure tu vas nous parler de Benalla. Exactement, je vais parler de notre cher Alexandre Benalla. J'ai décidé de vous écrire un... Oui, c'est vrai qu'il m'a inspiré cette idée, je dois le reconnaître. Tu vois Mehdi, impeccable. Voilà. Et non, c'est pas moi, c'est De La Fontaine qui inspire Audrey. Moi j'ai fait comme elle, j'ai repris les codes déjà en vigueur. Salut mon Lyonnais préféré, comment ça va ? Eh ben ça va très très bien, et toi et nos auditeurs, comment vont-ils ? Eh ben ils vont bien, je suppose en tout cas. Bonne année mon cher Mehdi. Bonne année à toi, bonne année Audrey, bonne année Yasser et bonne année à tous ceux qui nous écoutent, et même ceux qui nous écoutent pas d'ailleurs. Oui absolument. Et oui tu dis bonne Yasser, année, il est là notre ami Yasser Louati, la mascotte du LGF, celui qui est le plus ancien, oui. Le papy du LGF même, appelé. Bonjour mon cher Yasser, bonne année, bienvenue. Je réponds pas, je suis pas le papy. Non mais quoi, attends, t'es le bonhomme quoi du LGF. Bon allez, le patron, ça te va ? Le patron, voilà, the boss. Comment ça va Yasser ? Très bien, et toi ? Ouais, ça te va bien mon cher Yasser, bonne année, plein toi de bonnes aussi, choses. meilleurs vœux, santé, bonheur. Voilà. C'est tout. Réussite individuelle et collective. Une bonne année de militantisme. J'espère une année qui se déroulera sous le signe de la solidarité, de la prise de conscience individuelle et collective. La fin de la 5ème République, etc. quoi. Que des bonnes choses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça présage un bon débat en perspective. Bon, on en reparlera tout à l'heure, bien sûr. Alors, à la une de notre grand forum aujourd'hui, qui fait office de question du jour, c'était hier soir un rassemblement organisé à l'initiative de Éric Drouet du côté de la place de la Concorde. Il n'était pas déclaré, ça n'était pas déclaré cette manifestation. Éric Drouet a été arrêté hier soir. Vous arrivez devant l'Elysée, vous faites quoi ? On rentre dedans. 5 décembre dernier, sur notre plateau, Éric Drouet appelle les Gilets jaunes à marcher sur l'Elysée. Une provocation à son image. Éric Drouet, 33 ans, chauffeur routier à Melun, et c'est lui qui est à l'origine de la première manifestation des Gilets jaunes le 17 novembre 2018. Le voici 3 semaines avant. Il se filme en direct sur Facebook depuis son camion. Nous, on va leur montrer le 17 qu'on pourra changer certaines choses. On a un programme spécial pour Paris. Très vite, Éric Drouet devient l'un des visages les plus médiatiques et emblématiques du mouvement des Gilets jaunes. Fin novembre, il est reçu par François de Rugy au ministère de l'écologie. Mais le dialogue n'aboutit pas. Le souhait de tous les Gilets jaunes, c'est de continuer chaque samedi comme ça aux Champs-Élysées. Éric Drouet est ensuite convié à rencontrer le Premier ministre, mais il décide tout simplement. Moi, franchement, Premier ministre ou pas, je m'en tape le cul par terre, j'en ai rien à foutre. Au dialogue donc, Éric Drouet semble préférer l'action à chaque manifestation. Il est sur le terrain. Vous serez samedi dans les rues à Paris ? Oui, comme tous les autres samedis. Et vous êtes un gilet jaune raisonnable ? Oui, parce qu'il faut pas lâcher. Et il ne lâche pas. Le 22 décembre, lors de ce que les Gilets jaunes appellent l'acte 6, Éric Drouet est interpellé à quelques pas de la place de la Madeleine. La police trouve sur lui un long bâton en bois. Il sera jugé le 5 juin prochain pour port d'armes prohibé. Mais cela ne le décourage pas. Il a de nouveau été interpellé hier soir en marge d'un rassemblement non déclaré. On va pas faire une grosse action, mais faut choquer un peu l'opinion publique. Il risque pour cela 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Voilà pour en tout cas le parcours de celui qui est à l'origine de ce mouvement des Gilets jaunes. Il n'est pas le seul, mais en tout cas il s'est fait remarquer, cet homme de 33 ans. Information qui vient de tomber, il vient d'être libéré de cette garde à vue, donc qui a duré quelques heures quand même. Il déclare d'ailleurs avoir été arrêté alors qu'il s'apprêtait à aller au restaurant avec des amis.
Voilà, ça c'est pour la petite forme. Et la question que l'on vous pose aujourd'hui sur les réseaux sociaux, France Maghreb 2, Facebook, sur Twitter, le Grand Forum FM2, l'arrestation d'Éric Drouet est-elle politique selon vous? Il a été soutenu d'ailleurs par quelques politiques à l'image de Jean-Luc Mélenchon qui dénonce une police d'État. Alors tiens, mon cher Mehdi Chebaiki, est-ce qu'elle est politique cette arrestation de Éric Drouet? On a été coupé avec notre ami Mehdi, on va le retrouver. Alors ma chère Audrey, est-ce qu'elle est politique cette arrestation d'Éric Drouet? Forcément, on est obligé de se poser la question à partir du moment où il représente un personnage emblématique. Après, vu le contexte, effectivement, on peut considérer que c'est l'expression du gouvernement pour affirmer son autorité. Après, que ce soit maladroit ou pas, ça c'est un autre sujet, mais effectivement, on peut vraiment se poser la question, est-ce qu'elle est politique? Moi, je pense que oui. Oui. Alors, Mehdi, je sais pas s'il est là, Mehdi. Si, je t'entends très bien. Ah d'accord, très bien. Alors mon cher Mehdi, est-ce que l'arrestation de Éric Drouet est politique selon toi? L'arrestation est politique et le fait que Éric Drouet aille sur Paris, c'était aussi un geste politique. Donc on est en fait dans un simple bras de fer politique. Rappelons qu'il n'était pas interdit de Paris, contrairement à ce qui a circulé sur les réseaux et sur voilà. Oui, mais il s'attendait à recevoir la visite, enfin à être convoqué de manu militari par la police. Il l'avait quand même prévu. C'était prévu. Il s'attendait à cette réaction de l'exécutif. Donc oui, c'était prévisible. Alors, je précise qu'à l'appel de quelques gilets jaunes, ce soir, un rassemblement prévu à Paris pour dénoncer cette arrestation. Yasser Louati, Éric Drouet, on a même allé jusqu'à dire d'ailleurs qu'il avait appelé à voter Marine Le Pen alors qu'il a totalement démenti cette information. C'est un petit peu d'ailleurs à l'image de ce que l'on veut amener des gilets jaunes, que ça serait des fachos, etc. Bon, j'ai envie de dire... cette bonne guerre de la part du gouvernement et de la sphère médiatique, mais est-ce que cette arrestation en tant que telle est politique, à caractère politique, Yasser? Bon, déjà, quand on tente de discréditer une personnalité militante de quelque bord qu'elle soit en l'accusant de voter extrême droite ou non, de toute façon, le gouvernement applique des politiques d'extrême droite. Donc en soi, il y a une hypocrisie qui est flagrante. Deuxièmement, concernant Éric Drouet, il symbolise la volonté, ou plutôt la cible d'une répression que Emmanuel Macron veut affirmer pour dire voilà, le mouvement, ce ne sont plus que quelques éléments perturbateurs et on va braquer l'opinion publique contre ces éléments perturbateurs. Un peu comme on a fait pour mai 68. On a retourné la France profonde contre les émeutes et les soulèvements qui avaient lieu dans Paris. Le problème qui se pose maintenant, c'est qu'on a Éric Drouet qui est tiraillé entre le Front National, plutôt le Rassemblement National qui veut le récupérer, et de l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est un problème en soi. Il faudra bien qu'à un moment, il tranche. Donc, s'il dit « je ne veux pas être récupéré », dans ce cas-là, quelle sera l'alternative organisationnelle du mouvement? Est-ce qu'ils vont se constituer en collectif et dans ce cas-là, mener des politiques qu'ils estiment être légitimes pour eux? Ou bien, il choisira son camp avec l'un ou vers l'autre? Ou bien, il reste dans le vague pour justement maintenir cette espèce de flou qui lui sera bénéfique. Mais concernant l'arrestation en tant que telle par la police, etc. Oui, il y a Emmanuel Macron, n'arrête pas, et puis et tous ces sbires dans le gouvernement et l'Assemblée qui défilent dans les différents médias ne cessent de proclamer l'ordre républicain. Mais c'est quoi l'ordre républicain quand des personnes qui manifestent pour la justice sociale se font arrêter, se font mutiler par la police, et que de l'autre côté, on pleure les bobos de la police, mais quand la population se retrouve mutilée, voire éborgnée par la police, là, il n'y a plus personne pour venir condamner. Oui, alors, vous êtes quand même assez nombreux à partager, j'allais dire, l'avis de nos chroniqueurs aujourd'hui, d'Audrey, Yasser et Mehdi, à savoir que effectivement cette arrestation pour vous, elle est politique, puisque vous êtes 80% à le penser, en tout cas sur Facebook, France Maghreb 2, je sais pas ce que ça donne du côté de Twitter, le Grand Forum FM2, Audrey, si tu peux y regarder, 84%, voilà, me dit-on, 84% à penser également que c'est une arrestation à caractère politique. Je précise pour ceux qui nous rejoignent qu'il vient d'être libéré et que ce soir est prévu un rassemblement à l'appel des Gilets jaunes pour dénoncer justement cette arrestation. La crainte que l'on peut avoir, Mehdi, est-ce que finalement de vouloir peut-être mettre en avant cet homme en l'arrêtant, c'est la deuxième fois qu'on l'arrête, qu'on le place en garde à vue, est-ce que on va peut-être en faire un symbole et on risque une radicalisation finalement du mouvement?
C'est inévitable. La radicalisation du mouvement, elle a commencé lors des premières grosses casses sur Paris. Il y a eu énormément d'arrestations, il y a eu des blessés, et donc forcément ça crée un ressenti de part et d'autre d'ailleurs. Hein. Il faut aussi dire que côté force de l'ordre, de leur côté aussi, il y a une radicalisation des esprits et une envie d'en découdre. Et c'est la même chose chez les gilets jaunes qui aujourd'hui ne sont plus forcément idéologiquement les mêmes que ceux qui étaient au début des manifestations, à l'époque des merguez sur les ronds-points, donc il y a environ 1 mois et demi. Il y a quand même un mouvement qui est très diffus, qui est épars. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais connaître votre avis. Quelles sont aujourd'hui les revendications de Éric Drouet ? Alors Éric Drouet, visiblement lui, il s'en cache pas, donc c'est de manifester effectivement, demander, je crois qu'il fait partie de ceux qui demandent la démission du président, hein, si je ne m'abuse. Oui, et c'est clair que... Et c'est d'aller marcher sur l'Élysée. C'est pas dans la demi-mesure, donc oui. Concrètement... Non mais après, demi-mesure ou pas, voilà, moi je veux connaître les revendications de ce personnage avant de pouvoir me positionner par rapport à lui, et honnêtement, hormis de la rancœur, de la haine, je vois pas de programme qui serait proposé aux Français, en tout cas quelque chose d'intelligible et quelque chose de positif pour l'ensemble. Je vois qu'il y a une volonté de remise en cause générale d'un système, ok, pourquoi pas, mais pour faire quoi derrière ? C'est ça qui m'intéresse. Alors, pour avoir vu quelques-unes de ces vidéos, lui, au départ, c'était évidemment, comme beaucoup, les taxes sur le carburant et le pouvoir d'achat, les factures qui ne cessent d'augmenter, etc. Donc voilà, c'était en globalité. C'est vrai qu'il n'y a pas, j'allais dire, un programme in fine qui est proposé, qui est avancé. C'est peut-être d'ailleurs ça la problématique de ce mouvement, Yasser Louati, c'est qu'on n'a pas forcément de revendications claires et nettes. Non, il y en a eu au début. Oui. Mais après, les revendications ont continué d'évoluer. Entre-temps, le mouvement a été, entre guillemets, cassé, ou plutôt freiné, avec les propositions de Macron. Donc depuis maintenant, les revendications qui avaient eu lieu avant la déclaration Macron, maintenant, elles se sont un peu éparpillées. Mais c'est que, comme on le disait à l'instant, oui, il n'y a pas de revendication claire. De toute façon, tant que le mouvement ne sera pas constitué en collectif ou en organisation ou en n'importe quelle forme d'organisation, il ne pourra pas avoir des revendications. Donc on aura, oui, Drouet qui dira quelque chose d'un côté et l'autre qui dira non, Drouet ne me représente pas, nous c'est autre chose. Oui, d'ailleurs, François Boulot, le porte-parole des Gilets jaunes de Rouen, ne s'est pas privé effectivement d'essayer d'apaiser les choses par rapport justement au mouvement, en disant que bien évidemment il était politique, mais il était surtout apartisan. Alors je pense que la spécificité d'Éric Drouet, effectivement, c'est d'essayer il sort un peu du lot, il parle un peu plus, et voilà, il est un petit peu plus franco dans ses propos. Mais après, effectivement, est-ce que ces forces de proposition vont faire la différence ? C'est ça en fait. Historiquement, des profils comme cela, c'est comme un feu de paille. Ouais. Un feu de paille. Je pense. Ouais. Je pense qu'il fera son buzz, ça va durer à un moment. Et puis, je suis désolé, quand c'est creux à l'intérieur, ça finit par s'effondrer. Donc c'est soit donc alors si je te suis Yasser, l'État, enfin l'exécutif a raison de l'arrêter comme ça de la sorte à deux reprises. Absolument pas. Non, absolument d'en pas. faire une icône. C'est le piège justement dans lequel l'État se tire une balle dans le pied. De prendre justement quelqu'un qui est dans le creux, dont c'est un feu de paille, pour dire voilà ce que ça donne le mouvement des Gilets jaunes. Il y a deux choses. C'est oui, ils sont en train d'en faire une figure emblématique malgré eux. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'ils ont le droit de l'arrêter de la même manière. Ouais. Quand on a eu la police qui a défilé en plein état d'urgence avec des cagoules et des chants racistes et qu'ils arrêtaient les voitures et qui convergeaient vers la place Beauvau, personne ne les a arrêtés. Ouais. Finalement, ne pas être d'accord avec Éric Drouet, ça ne signifie pas qu'on est pour les arrestations sommaires sans raison. Hein. Il y a deux choses qu'il faut différencier, les positions politiques et le respect du droit. Et là, en l'occurrence, je pense pas que l'État ait fait grand montre de son respect du droit. Ouais, bon, c'est respecter le droit, Yasser Louati, finalement, que d'arrêter Éric Drouet dans une manifestation qui n'est pas déclarée. Rappelons-le. Oui, mais alors ça... Pardon. Vas-y. En fait, ça, c'est aussi un argument qui a été ressorti à plusieurs reprises, mais on sait très bien que bon nombre de manifestations n'étaient pas déclarées. Et en l'occurrence, il me semble que c'était un rassemblement qui n'avait pas vœu à faire manifestation. Ils étaient juste rassemblés sur les trottoirs. Après, moi, je suis pas en train de leur donner raison, mais
la façon dont je vois ça, c'est de se dire, voilà, on arrête une personne qui a une image, un impact populaire, Ouais. et voilà, le pouvoir, le gouvernement, cherche en fait à affirmer son autorité de façon à dire, voilà, si vous continuez, voyez ce qui va se passer. En fait. C'est en ça que tu n'es pas d'accord, Mehdi, si j'ai bien compris. Pas tout à fait. En fait, il faut se remémorer certaines choses. On a déjà eu le cas en France avec le mouvement poujadiste. Les Gilets jaunes aujourd'hui, c'est qu'une version salariée d'un mouvement qui autrefois était représentatif, qui se disait représentatif des artisans. Mais bon, à l'époque, le salarié en France était beaucoup moins important et on avait une grosse part de l'artisanat dans l'emploi français. Aujourd'hui, on a une grosse part du salariat. Les Français, il me semble que on est salarié à hauteur de 90% en France, donc c'est très important. Et donc la colère se situe aujourd'hui du côté des salariés. Mais le mouvement poujadiste qu'il y a eu, c'était dans les années 60 ou 70, je me rappelle plus exactement, et dont est d'ailleurs né Jean-Marie Le Pen, parce que Jean-Marie Le Pen a commencé grâce au parti de Poujade. Eh bien aujourd'hui, je pense que c'est ce qui va arriver à peu près, c'est que ce mouvement va s'étioler, il va peut-être arriver à se structurer grosso modo, et il y aura peut-être une ou deux têtes qui vont arriver à émerger, mais ce mouvement lui-même ne peut pas constituer une réelle alternative à un pouvoir en place, pour la simple raison qu'il ne propose rien en face. Yasser, d'accord avec ça ? Je suis d'accord avec ça. Ouais. Je suis d'accord avec ça. C'est en fait, il y a la tentation de faire dans l'anti-organisationnel. Pour l'instant, elle a montré ses limites. On l'a même vu, par exemple, aux États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter, qui s'est voulu être un mouvement décentralisé, sans véritable leader, etc. Ils ont eu leur heure de gloire, entre guillemets, dans les médias, etc. Leur première mobilisation à Ferguson, mais rapidement, le mouvement est retombé et redevenu en fait un agrégat d'organisations terrain qui sont revenus de là où ils étaient partis. Mais ça n'a pas donné lieu à un mouvement structuré qui pouvait pousser à une remise en question des violences policières. Est-ce qu'ils sont en train de faire les mêmes bêtises que Nuit debout, Yasser ? Oui, largement. Ouais. Oui, largement. Nuit debout qui aspirait quand même à durer, à perdurer en tout cas. Écoute, là je pense que j'avais fait le tour dans ma dernière chronique. Ouais. Ces organisations militantes, encore une fois, c'est qu'elles sont ethnocentrées. D'accord. Elles oublient d'être véritablement représentatives en faisant émerger du terrain la diversité des profils qui en font partie. D'ailleurs, j'ai même été assez curieux pour regarder les différents médias entre guillemets de gauche qui couvraient les Gilets jaunes et de leur donner une plateforme pour qu'ils puissent parler. Il y avait que des blancs. Et dans la quasi-majorité, des hommes blancs. Donc, exit les femmes, exit les quartiers populaires, exit les minorités raciales, c'est-à-dire en tout cas les populations racisées. Pourtant, on sait très bien que des racisés chez les routiers, il y en a un paquet, chez les ouvriers aussi. Donc encore une fois, il y a toujours la tentation de centrer le mouvement sur soi-même et de rester dans une espèce d'entre-soi. C'est ce qu'a fait mai 68, c'est ce qu'a fait le mouvement de grève de 95, c'est ce qu'a fait Nuit debout, c'est ce que fait aujourd'hui Gilets debout. Ouais, d'où la faille. Gilet debout, pardon. Gilet jaune. Gilet jaune, pardon. Ouais. Gilet debout. C'est pas mal celle-là. Gilet debout. Ouais. Beau lapsus. Audrey ? Oui, clairement, c'est ce qui fait la faille de ce mouvement. Et effectivement, le gouvernement, je pense, cherche en tout cas, mise sur cette faiblesse. Après, combien de temps ça va durer ? Est-ce que les Français qui sont vraiment derrière ça, qui revendiquent, qui ont des attentes réelles, est-ce que effectivement ils vont réussir à se structurer ? Ça, c'est encore une autre question. Mais après. Voilà, bon. Donc si je vous écoute en fait, je comprends bien que l'État en fait est plutôt serein parce que ce mouvement va être amené à disparaître. Non, serein, non. Non, peut-être pas serein, peut-être L'État jusque-là. en marche, il faut distinguer les deux. Non, je parle de l'exécutif là. Le président de la République. Français, c'est-à-dire à partisans. Oui. Non, le président de la République et tout son gouvernement. Oui. Est-ce qu'ils sont sereins là, visiblement, avec tout ce qui se passe, en se disant bon, de toute façon, ce mouvement va s'éteindre, on va faire 2-3 pressions. Pas jusque-là, quand même. S'il était serein, il n'aurait pas fait arrêter Éric Drouet avec une mise en une mise en scène calamiteuse. Ouais. Donc pas serein, mais vous êtes quand même un peu. Il veut s'en servir en fait pour redonner l'image d'un exécutif qui ne tergiverse pas, pour un Emmanuel Macron qui répète à chaque
fois, Voilà qui est nous fort. n'allons pas céder, etc., etc. Nous avons été élus pour un programme, Ouais, sauf encore une qu'il fois, a- en oubliant qu'il a été élu avec un taux d'abstention record, aussi bien pour l'élection présidentielle que l'élection législative de 2017. Et donc, dans ce cas-là, il tente de redorer son blason en parlant d'ordre républicain. Vous allez voir ce que vous allez voir. La République va s'affirmer contre ces problématiques gilets jaunes. Mais pourtant, l'opinion publique est encore derrière les gilets jaunes. Ça veut dire que les revendications sont partagées par une majorité de la population française. Néanmoins, le mode d'expression de ces revendications est peut-être pas partagé par le reste de la population. Est-ce que ce mouvement, Mehdi, est-ce qu'il est amené à prendre peut-être un caractère plus politique et pourquoi pas une éventuelle candidature aux européennes ? Aux européennes éventuellement, oui, mais honnêtement, ce sera. Je reviens toujours à Poujade. Il y aura certainement un effet dû à la nouveauté et des personnes qui sont déçues des mouvements, des partis politiques en place, qui vont certainement voter pour un gilet jaune parce qu'il est gilet jaune, comme il y a des gens qui ont voté pour Coluche parce que c'était Coluche contre le système, voilà. Mais très rapidement, l'histoire le prouve. Très rapidement, les rapports de force et la tectonique des plaques politiques se remet rapidement en place. Il y a des gens qui récupèrent et c'est ce que je dis depuis le début du mouvement, j'attends juste de savoir qui va rafler la mise. Parce que il ne faut jamais sous-estimer la peur d'un peuple. Alors quand je parle de peur d'un peuple, c'est la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui fait que des Français qui ont le droit de vote, des Français, des Occidentaux, ou pas forcément, même des Orientaux, qui ont le droit de vote depuis des dizaines d'années maintenant, reconduisent toujours des gens qui entretiennent un système dont la plupart d'entre nous savent pertinemment qu'il est mauvais. C'est simplement la peur d'aller vers l'inconnu. Et je ne vois pas les gens justement se jeter dans les bas d'un mouvement comme les Gilets jaunes avec cette peur de l'inconnu politique. C'est ce qui fait d'ailleurs que Jean-Marie Le Pen n'a jamais réussi, à la différence de sa fille, à pouvoir s'approcher réellement du pouvoir. Car de par ses positions, et on va pas faire le débat ici, mais de par ses positions, il faisait peur à une majorité de Français. Ce que sa fille fait beaucoup moins peur parce qu'elle a, dans une certaine forme, policé son discours. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, bien qu'il peut être soutenu du cœur par les Français, mais la tête finira par reprendre le contrôle et je pense que les intérêts de chacun ne vont pas forcément dans ce que proposent les Gilets jaunes, c'est-à-dire une remise en cause générale d'un système. En tout cas, l'État parie, l'exécutif parie sur une division au sein même de ce mouvement, avec les différents porte-paroles, si tant est qu'il y en ait, enfin des figures qui s'affichent. Oui, mais... Le mouvement est déjà divisé. Oui, voilà, Déjà... c'est ça. Il apparaît en tout cas bien instrumentalisé comme faisant apparaître une grosse division à l'intérieur de ce mouvement, des porte-paroles qui se contredisent. Bref, les médias ont mis bien en scène tout cela. Peut-être bien orchestré pour justement prouver que ce mouvement est en train de partir dans tous les sens. En même temps, ils médiatisent ce qui existe. Évidemment. Et en fin de compte, effectivement, je pense que eux-mêmes, à l'intérieur, ils savent que au fond, en tout cas, s'ils veulent que le mouvement perdure, il va bien falloir, dans tous les cas de figure, se politiser. Bon. C'est sûr et certain. Les médias, si je peux me permettre une dernière parole. Vas-y, je t'en prie. Les médias, c'est pas un faux problème, mais quand même, on les connaît. On sait qui dirige la plupart des médias français. Oui. Voilà, on connaît les proximités avec le pouvoir politique. Oui. C'est un secret de polichinelle. Oui, il donne une version politique et politisée de leur reportage et de ce qui se passe avec les Gilets jaunes. Évidemment. Mais ça influe quand même sur l'opinion publique. Évidemment que ça influe. Bien entendu, c'est le but. C'est le but recherché. Allez, dans un instant, vos appels aussi au 01 40 33 9000. On va parler un peu de Benalla avec l'avis tranché de Audrey Pronosti dans un instant. Et puis on parlera de Washington, des États-Unis et d'Israël qui se sont retirés, vous savez, de l'UNESCO. C'est rentré en vigueur le 1er janvier, ça y est, parce que en fait des résolutions jugeant anti-Israël. Donc voilà, c'est pour ça que Tel Aviv et Washington ont décidé de se retirer de l'UNESCO. C'était le 1er janvier dernier. On est de retour tout de suite dans un instant, le grand forum avec Mehdi Chebaiki, Audrey Pronosti et Yasser Al-Rouati. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est le LGF avec aujourd'hui pour nous accompagner Audrey Pronosti, Mehdi Chebaiki et Yasser Al-Rouati sur France Maghreb 2. Que DI finalement pour
pour un jeudi, ça tombe bien. Bon, je sais, c'est bidon. 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr, en direct sur France Maghreb 2 pour participer, donner votre avis qui nous intéresse, bien entendu, dans cette émission et comme d'habitude. Mais pour l'heure, après avoir parlé donc de Éric Drouet, d'ailleurs c'est la question du jour à laquelle vous répondez. Est-ce que cette arrestation est à caractère politique selon vous? Vous répondez sur France Maghreb 2 Facebook, sur Twitter, le grand forum FM2, et vous pouvez aussi nous appeler pour nous en parler au 01 40 33 9000. Mais pour l'heure, voici un avis tranché, c'est le premier de l'année 2019, il est signé Audrey Pronostic Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et le titre de cet avis tranché, Audrey, Alexandre Benalla, cet homme qui dérange. Exactement. Alors, s'il y a bien un personnage qui attire l'attention en ce moment, c'est bien notre cher Alexandre Benalla. Jeune, ambitieux, d'une certaine manière provocateur, il est aussi borderline, sulfureux, il gravite dans une sphère qui intrigue, celle des hommes d'influence et du pouvoir. Après les découvertes faites à son sujet depuis le mois de mai, sur ses débordements et sur son imposture, dira-t-on, l'affaire était retombée après son audition au Sénat cet été, et voilà que Mediapart nous fait de nouvelles révélations sur ce personnage. Alors oui, l'usage non autorisé de passeports diplomatiques pose problème, seulement voilà, il semblerait que tout ceci reste obscur, l'Élysée contredit sa version des faits et dément tout lien avec cette personne. Alors qui dit vrai? Pourquoi le focus sur cet homme est si important et si intéressant surtout? Est-ce le talon d'Achille d'Emmanuel Macron? Cela traduit-il la faille d'un système, ou plutôt, devrais-je dire, des différents systèmes qui se sont succédés? Bah oui, parce que finalement, ce sont tous les mêmes, quels que soient les clivages. Cette médiatisation n'est-elle pas orientée? Que représente-t-il? Justement, toutes ces questions qui nous permettent de nous interroger sérieusement sur ce qu'est l'affaire Benalla. Alors pour l'occasion, j'ai écrit un petit texte inspiré de notre cher ami Jean de La Fontaine, qui justement lui-même était inspiré sur sa société à l'époque. Alors, Maître Macron sur les marches de l'Élysée tenait dans ses mains l'exécutif. Maître Benalla, par l'odeur alléchée, lui tint ce langage expéditif. « Eh, bonjour, monsieur le président, que vous êtes beau, que vous êtes puissant. Sans mentir, si votre savoir se rapporte à votre pouvoir, je pense que vous auriez besoin, et cela en tout point, d'un homme de confiance et dévoué de sa patience. Vous êtes le phénix de cette République, celui qui possède la recette magique. » À ces mots, Maître Macron ne se sent pas de joie, flatté et intrépide, il l'emploie. Les deux compères s'associent et festoient, mais la situation s'assombrit au fil des mois. Ambitieux et déterminé, Maître Benalla est écarté. Accusé d'imposture à son rang et de félonie, il fit de l'ombre à la Macronie. Démasqué Benalla, le peuple se méfia de lui. Pour Macron, roi des Français, c'en était fini. Pour tenter de sauver sa popularité, dans un contexte tendu et sensibilisé, Benalla se détacha du chef suprême en apparence, mais continua son chemin avec prudence. Malgré tout, ces manœuvres mises à découvert, sur la place publique, le débat a été ouvert. Moralité, cette leçon nous apprend avec facilité que l'appât du gain peut parfois nous rendre malsains, que notre monde est peuplé de maîtres Benalla, que notre système est fait pour qu'il soit là, et qu'il y aura toujours des maîtres Macron pour l'utiliser à tort ou à raison. Merci, cher Audrey Pronostic, pour cet avis tranché. J'entends Mehdi dans mon oreille qui me souffle bravo. Hein C'est éloquent, c'était éloquent de vérité, et c'est une belle photo de notre système actuel. Bah merci Mehdi Mero, tu m'avais un peu ouvert le chemin avec ton ancien avis tranché qui était très bien aussi. Non mais talon d'Achille d'Emmanuel Macron, le phénix de la République, et le système qui reproduit, c'est exactement ça. T'as visé très juste. Alors, mon cher ami Yasser, cet homme Benalla est-il un homme dangereux pour le pouvoir, pour Macron, pour tout ce qui entoure Emmanuel Macron? Bon, s'il était dangereux pour Macron s'en serait immédiatement écarté au plus loin possible. Bon, le fait qu'il ait récupéré ses passeports diplomatiques, le fait qu'il a continué à s'entretenir avec le président, il est plus en fait un danger pour ceux qui entourent le président que le président lui-même.
Ouais. je pense aussi. Ouais. Et d'ailleurs, une série de défections apparemment en pagaille auprès du cercle rapproché de Macron. On parle de Sylvain Faure. Je crois que c'est ça son nom. Ouais, l'ancien lobbyiste de l'Arabie Saoudite. Qui était son très proche parce que c'est lui qui écrivait les discours d'Emmanuel Macron et qui d'ailleurs participait aux recherches historiques concernant les discours. Vous savez qu'il fait beaucoup de références à l'histoire dans ses discours. Emmanuel Macron, c'était la plume donc de ce au point ce d'encenser le maréchal Pétain, quoi. Qui quitte l'Élysée fin janvier pour des raisons personnelles, dit-il, officiellement. Voilà, donc et finalement cette affaire Benalla qui ressurgit là en fin d'année avec de nouveaux épisodes, notamment révélés par Mediapart. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire là pour ce début de l'année là, mes chers amis? Audrey. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que je suis pas vraiment surprise. C'est ce que j'ai voulu, en tout cas, faire transparaître dans ce texte, c'est que des Benalla, il y en a plein et il y en a déjà eu. Et à mon avis, je pense qu'il y en aura encore. Donc après, en ce qui concerne cette personne, bon voilà, il y a un focus qui est fait. Je dis pas que ce qui est mis en évidence c'est faux, c'est pas du tout ça. Je pense même qu'on va sûrement en apprendre encore. Mais voilà, en fin de compte, je suis pas très surprise. Et je rejoins ce que tu dis, Yasser, sur le fait que ça fait plus de l'ombre, pas forcément au président, mais à l'entourage, dans le sens où voilà, il y a beaucoup de complicité, il y a plein de choses qui ont été faites. Si ces choses-là ont été faites, c'est forcément parce que il y a eu l'accord de l'entourage. Voilà. En tout cas, vous pouvez nous appeler pour nous donner votre réaction suite à l'avis tranché d'Audrey Pronosti, 01 40 33 9000 pour nous parler donc de cette affaire Benalla. Finalement, est-ce que c'est une affaire Benalla ou une affaire Macron, Yasser? Je sais pas. Je pense que ça concerne les deux. Ouais, non, ça reste une. C'est quand même l'affaire Benalla parce que c'est lui qui centralise. C'est le premier concerné. Et puis après, non, enfin, Macron, les affaires Macron, il n'y en a pas qu'une seule. Mais Macron, ça serait les gilets jaunes, Benalla, et tout ce qui va avec, les ratés de sa communication, etc. Non, ça reste quand même une affaire Benalla. Mais ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que Benalla n'a pas tardé à se convertir dans ce qu'on appelle la diplomatie privée en Afrique. Et que, comme je disais récemment, l'Afrique, rappelons-le. L'Afrique, encore une fois, est le réceptacle de tous les parias du pouvoir qui se convertissent et s'engagent dans des affaires plus ou moins douteuses. Ouais. Qu'est-ce qu'une personne qui est comme Benalla peut faire avec des passeports diplomatiques? Et en plus, vu son expérience et sa formation, il est déjà en train d'être un courtier avec Israël, avec Tchad, etc. C'est quand même problématique de l'opacité de ce qui se passe au sommet de l'État et en même temps cette opacité qui permet à des personnes de se retrouver hommes d'affaires et de traiter avec les dictatures de la France-Afrique. Je suis un peu moins catégorique pour ma part. Vas-y, Ovidi. Moins catégorique, pourquoi? En fait, parce que c'est le syndrome de Michael Phelps, en fait. Si vous vous faites prendre, nous n'irons avoir eu connaissance de vos agissements. Voilà. Tous les pouvoirs de tous les pays ont des lois, sont régis par des lois. Simplement, il y a des choses que les États ne veulent... Comment? L'un n'empêche pas l'autre, en fin de compte. Dans le sens où ce qu'on disait, c'est que voilà, il y a quand même un soutien obscur, si on peut dire, si ces choses-là arrivent, existent, voilà, c'est qu'il y a quand même de la complicité en interne. C'est ça que je veux. Et ce que tu dis, c'est pas incompatible, en fin de compte. En plus, il y a quand même des passeports diplomatiques. On parle pas de personnes qui sont qui font jouer leur réseau et leur connaissance. Là, mais comme on a toujours eu la barbouzerie française ou occidentale ou orientale ou arabe, je veux dire, cette affaire Benalla, alors elle est grave parce qu'on la connaît, mais si on s'intéresse un peu à la petite histoire qui fait la grande histoire, ce qu'il y a derrière les grands accords et tous les hommes de l'ombre qui travaillent, des Benalla, c'est justement les Benalla qui permettent aux États de discuter de choses qu'ils ne peuvent pas faire. Voilà. Je suis d'accord. En fait, ça se pesait, ça se pratiquait, sauf que ça ne se savait pas. Non, en fait, mais si ça se savait, il y avait du jury, ça se savait, les réseaux focards, c'est pas nouveau, etc. Ouais. Voilà, les réseaux focards, exactement. Ça, c'est des choses qui, c'est malheureux, mais c'est partagé par l'ensemble des gouvernements. En fait, ce qui est sidérant, c'est comment ce que Benalla
à 27 ans, se retrouve catapulté dans des positions pareilles. Exactement. Oui, par contre, là, c'est vrai qu'à 27 ans, c'est un peu jeune, c'est étonnant. Oui. Ouais. Je veux dire, c'est pas une personne qui sort de je sais pas quelle grande école, il a été dans les grands corps de On est l'État, d'accord. et puis il approche la fin de sa carrière, il fait jouer ses réseaux pour avoir une retraite dorée. Elle On peut parle laisser d'un des type- traces. Elle peut laisser des traces cette affaire pour Macron finalement plus que les gilets jaunes d'ailleurs. Potentiellement oui, surtout s'il y a des révélations de malversation et de crimes financiers. Bon. Oui, Oui, parce bah, que là c'est on parle de sommes d'ailleurs, d'argent assez importantes d'ailleurs. Comment est-ce que Benalla est arrivé là? Ouais. Si on arrive à répondre à cette question-là et quels ont été les intérêts qui l'ont mis sur orbite pour faire ce qu'il a pu faire, on pourrait avoir des révélations encore plus fracassantes que celle d'avoir un passeport diplomatique. Mehdi, tu partages l'avis que cette affaire peut laisser plus de traces que voire même les gilets jaunes, l'affaire Benalla, si en tout cas on continue dans les révélations? Non, parce qu'au bout d'un moment, les implications, Benalla, c'est pas simplement Macron, c'est un système politique, c'est un exécutif, il y a beaucoup de monde derrière, il y a des implications internationales. Au bout d'un moment, tout le monde a plutôt intérêt au silence. Regarde les affaires de frégate, par exemple, de Sarkozy, Clearstream, tout ça. On va finir par noyer tout ça dans un flot d'informations incompréhensibles pour le commun des mortels dont je fais partie. Et Sarkozy a coulé par à cause de ça. Mehdi, tu es d'accord que Sarkozy a coulé à cause des financements libyens et en plus toutes les affaires qui étaient autour, l'affaire Karachi, etc. Donc une affaire. J'ai pas dit que l'affaire Benalla en tant que telle, oui. Mais si des révélations fracassantes apparaissent sur comment est-ce qu'elle a été mise sur orbite et quels ont été les intérêts qui étaient derrière, des révélations fracassantes en parallèle de l'affaire Benalla et le passeport diplomatique peuvent être néfastes pour le pouvoir. Ouais, Parce que moi, je suis quelqu'un de très sceptique, on n'arrive pas à un tel niveau aussi s'il n'y a pas une personne qui est derrière ou des réseaux qui sont derrière. C'est pas possible. Pour moi, ce genre d'affaires, ce ne sont que quelques cartouches dans les chargeurs des opposants à la Macronie. Mais même Sarkozy, je pense pas qu'il ait sauté à cause de Clearstream, à cause des frégates et à cause de ce genre d'affaires. Hein. Honnêtement, je pense pas que les Français, lorsqu'ils vont voter, dégagent un président pour ce genre d'affaires. Ça, je pense que c'est pour des raisons beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus terre à terre. Aujourd'hui, on veut un président proche des gens, un président qui viendrait jusque dans nos foyers pour nous taper dans le dos et nous dire t'inquiète pas, ça va bien aller, je vais te trouver un emploi, je vais te trouver du travail. C'est pour ça que les gens, selon moi, ont dégagé Sarkozy, hein, certainement pas pour les affaires dont il est accusé. Là, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Il y a toujours une révérence vis-à-vis du président. C'est pour ça que la stature de président du général de Gaulle, puis à beaucoup plus petite échelle, Jacques Chirac. Ce qu'on a reproché à Sarkozy, c'était il est excité, il se comporte comme un enfant. Ce qu'on a reproché à Hollande, c'était son côté pépère, mou, alors que c'était un sanguinaire dans ses guerres au Sahel et en Centrafrique. Les Français demandent un président qui est non seulement la stature pour la fonction, et de l'autre côté, qui servent leurs intérêts et pas les intérêts particuliers, voire particularistes de ceux qui l'ont porté au pouvoir. Alors Audrey, tiens, mais d'accord. Ont-ils choisi Macron alors? Non mais Macron a été choisi avec 51% d'abstention dans une élection qui a été prise en otage avec Marine Le Pen. Il a été choisi, Esther. Macron, il a été choisi avec peut-être 50, mais il a été choisi. Mais parce que notre constitution et notre mode électoral ne permet que ça. C'est pas, il a été choisi par exemple en dehors de tous les candidats. Il y a eu 50, laisse-moi finir, Mehdi. Il y a eu 51% d'abstention dans une élection où il était face à Marine Le Pen. Donc en gros, c'était choisi entre la peste et le choléra. Donc en gros, c'est soit l'ultra-libéralisme d'Emmanuel Macron ou bien Marine Le Pen. Les gens ont choisi Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron il n'est pas arrivé avec une légitimité populaire. Ah oui, c'est pour ça que quand il parle mon programme et j'ai été élu, c'est oublier dans quelles conditions ce qu'il a été élu. Quand on arrive au pouvoir, alors que l'écrasante majorité s'est abstenue, on n'a pas la légitimité pour le faire. Mehdi. Non, mais là, ce que tu me dis, c'est comment est arrivé au pouvoir Macron. Moi, je te parle de Macron. Pourquoi est-ce que tu me donnes un système qui a dégagé les uns et tu me dis, bon, mais oui, mais le système a favorisé l'autre. Non, il teste pas le choix. Ça aurait été... Donc tu m'aurais dit, si c'est Marine Le Pen, le peuple a choisi Marine Le Pen. Ben non, c'est une élection où les jeux sont pipés. On te met face à deux choix impossibles. Alors comment est-ce que tu peux dire qu'il y a certains présidents qui ont été élus pour leur stature ou leurs idées et que d'autres avec le même système? J'ai pas dit qu'ils ont été élus pour leur stature. J'ai dit qu'ils avaient montré une certaine stature. Jacques Chirac n'a pas été élu parce qu'il était brillantissime. Exactement. Mais quand il a été élu, il avait la stature d'un président. L'affaire de l'observatoire de Mitterrand. Ça aussi, ce sont des affaires c'est de la barbouzerie, c'est des choses qui sont complètement autour. Est-ce que ça a empêché les gens d'aller voter pour Mitterrand? Absolument pas.
parce qu'il y avait d'autres choses derrière, des choses qui sont plus proches des gens. Oui, mais Je dis pas que tu as tort, je dis pas que je dis pas que dans les grandes lignes tu as tort. Je dis que selon moi, la sensibilité des électeurs lorsqu'ils posent leur bulletin de vote, ce ne sont pas les grandes affaires internationales ou ce qui pourrait mettre en danger la posture présidentielle, mais c'est ce que le président peut leur apporter dans leur gamelle demain tout de suite. là, par contre, sur ce point, Mehdi, je suis pas d'accord parce que vraiment, toutes ces affaires-là. Pourquoi t'es pas d'accord, Audrey? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ouais, dis-le. Toutes ces affaires-là, concrètement, ça a forcément un impact sur l'inconscient collectif, sur l'opinion publique, et même si tous les Français ne prennent pas le temps de s'informer, je veux dire, la grande majorité quand même s'intéresse à ce qui peut se passer, et bien évidemment les médias forcément ils s'en donnent à cœur joie, voilà, bon, à tort ou à raison, c'est de bonne guerre, mais concrètement c'est évident que ça aura un impact. Après, je vois ce que tu veux dire dans le sens où toi tu penses que les gens se réfèrent juste aux propositions d'un candidat. Mais forcément, sachant que la moitié des gens ne lisent même pas le programme. Voilà. Ouais, voilà, exactement. Mais forcément, ça a un impact sur ce qu'il peut dégager. S'il considère que voilà, bon bah c'est quelqu'un de malhonnête entre guillemets, parce que je dis entre guillemets parce que voilà, quasiment tous les hommes de pouvoir ont des affaires occultes. Voilà. Merci. Je voulais en venir. Mais bien sûr. Maintenant, ce que moi j'ai compris de ce que Yasser disait, c'est que voilà, Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir dans un contexte particulier. Il est passé, il a été mis en place pour contrer le Rassemblement national qui était le Front national à l'époque. Maintenant, il ne veut peut-être pas en tenir compte, mais comme le disait tout à l'heure Christophe, il faut pas oublier, même si c'est deux affaires et deux points différents, le fait qu'il y ait le problème des gilets jaunes, ça ne fait que affaiblir l'image qu'il peut avoir. Donc concrètement, moi je pense que ça... Excuse-moi de t'interrompre, mais lorsque tu dis qu'il a été mis en place pour contrer le Front national, a été mis en place pour contrer le Front national. Sa candidature n'avait rien à voir à la base avec le Front national. Il a plutôt été mis en place pour saboter le Parti socialiste. Non, me dis, pour arriver au pouvoir, il fallait qu'il tombe face au Front national, on est d'accord. Bien sûr. C'était la seule chance qu'il avait. Il y avait tout intérêt. C'était le seul candidat réellement qui pouvait contrer Marine Le Pen. Il est quand même... Non, mais lorsqu'il a été choisi, quel était le rapport vis-à-vis de Marine Le Pen ? Lorsqu'il a été choisi et qu'il a commencé son mouvement, et lorsqu'il s'est présenté, lorsqu'on lui a accordé les 500 signatures, lorsqu'il a fini premier lors du premier tour. Premier tour, il a terminé premier, on est d'accord. Il a posé les bonnes questions, il est arrivé, il a eu une ascension assez fulgurante. Maintenant, faut essayer de comprendre. Aidé par les médias, rappelons-le quand même. Bien sûr, ils étaient... Mais comment, bien entendu, mais le rapport à Le Pen, ça a eu lieu sur le deuxième tour. Sur le premier tour, je pense pas que les gens aient voté Macron et qu'il ait mis en tête du premier tour par rapport à Marine Le Pen. Il faut rappeler quand même, Mehdi, que la chance extraordinaire qu'a eu Macron, c'est d'arriver premièrement en tête du premier tour, mais surtout de tomber face à Marine Le Pen. Ça pouvait pas être un cadeau plus avantageux quand même pour accéder au pouvoir. On est d'accord quand même, Yasser, là-dessus? Ouais, on est d'accord. Bon, Mehdi. Je vois pas où est le cadeau. C'est les règles. Comment ça? Alors, attends, on va t'en faire simple, Mehdi. Si Macron était tombé face, François Fillon, par exemple. Ouais, c'est ce que j'allais donner. Est-ce qu'il passait, Macron? Avec des scies, on coupe du bois. Ce que je veux dire par là, t'as compris la subtilité de ce qu'on dit. Mais justement, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, je suis pas certain que face à Fillon ou face à Hamon ou face à Mélenchon, Macron aurait perdu. Mais alors il aurait certainement pas fait le score qu'il a fait. C'est possible, hein. Mais je suis pas certain que les dés étaient joués d'avance et qu'il aurait perdu. Absolument pas. Qu'est-ce qui permet de le dire? Non, mais c'est pas ça que je dis. Je dis juste que par rapport à la situation politique, Macron était le plus à même. Regarde, Fillon, il pouvait pas, justement pour ces histoires d'affaires dont tu dis oui, les gens n'en tiennent pas compte. Il y a eu Sarkozy a perdu à cause de ça. Voilà, et Fillon, il a pas eu, il n'est pas passé Fillon à cause aussi, de ces affaires. Voilà. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est que ces affaires-là, dont tu es en train de nous dire que ça n'a pas d'importance, mais bien sûr que si, ça a de l'importance. Non, je n'ai pas dit que ça n'a pas d'importance. J'ai dit c'est une cartouche parmi d'autres
dans le chargeur de l'opposition, des opposants. J'ai pas dit que ça n'a pas d'importance. Oui, mais Fillon est tombé à cause des affaires, Mehdi. Il est pas tombé parce que les gens n'aimaient pas son programme qui a commencé sur l'islamophobie. Type d'affaires, Yasser, quel type d'affaires on fait tomber Fillon? Est-ce que ce sont des affaires lointaines entraînant des présidents étrangers, ou est-ce que c'est simplement du népotisme familial qui déplaît au plus haut point en français? Là, on est en train de leur dire, voilà, regardez ce que font. C'est tellement basique ce qu'a fait Fillon que ça a écœuré les gens. Alors mais que c'est pas le sujet. Va demander à un Français ce que représente l'affaire Clearstream. Va demander à un Français d'expliquer l'affaire des frégates. D'accord. Et le financement de Kadhafi? Moi, sincèrement, je pense... Là, les Français comprennent le financement de Kadhafi. Voilà, c'est sous-estimé quand même les Français, vraiment. Alors là, on va rentrer dans plein de choses parce que déjà, il faudrait-il des preuves, arrête, me dis pas qu'il n'y avait pas des preuves. T'es pas sérieux, Mehdi. Non, là, par contre, il y a des preuves. On a quand même eu des documents qui ont été montrés qui impliquaient directement le renseignement libyen. Yasser. Est-ce que je suis en train de te dire que Kadhafi n'a pas financé? Je te parle de justice. Il n'y a pas de preuves. Bien sûr qu'il y avait des preuves. C'est ce qui a précipité l'affaire. Yasser, t'es en train de... Moi, je ne te parle pas de toi ou des personnes qui ont une certaine conscience politique et qui recherchent l'information, mais t'es en train de me parler de choses que 95% des Français ne connaissent pas. Alors, si on revient... Des Français, tout le monde était au courant. Donc, pour soi, les Français sont incultes, ne savent pas ce qui se passe dans leur pays, ne comprennent rien de ce qui se passe de leur pouvoir politique, Mehdi. Mais attends, mais Yasser, tu me parles des renseignements politiques. Je ne parle pas de renseignements. Non, regarde, alors, sans parler des renseignements. Le document, excuse-moi, Audrey. Voilà. Le document, il est sorti sur Mediapart et ça a été repris par toute la presse. Ça veut dire, tu sais très bien que ça sent le roussi quand ça quitte le média d'investigation, plus ou moins spécialisé, avec des papiers qui font minimum 2 à 3 000 mots, et que n'importe quel média qui te publie un papier de 400-500 mots, qui vulgarise et te fait du fast-food de l'information, là c'est tout le monde qui est au courant. C'est ce que j'allais te dire. Quand il y a une vulgarisation des faits, regarde, là je reviens sur Fillon, là tout le monde était au courant, on ne parlait que de ça quand le Canard enchaîné il a sorti les propos, l'affaire, et bien en fait tout le monde était au courant, et je vais même te dire que même les personnes qui ne s'intéressaient pas à la chose politique au départ, en fin de compte tout le monde le savait, puisque justement comme le dit Yasser, en fin de compte c'était du matraquage médiatique. Bon, dans un instant on est de retour, mon cher ami sinon on va le voir dans le Fillon, si je puis dire. La pub elle arrive tout de suite au 01 40 33 9000 pour intervenir. Ils sont là tous les trois en forme, Mehdi Chebaiki, Yasser Louati, Audrey Pronesti. France Maghreb 2, France Maghreb. Et oui, c'est même ambiancé en antenne sur France Maghreb 2 dans cette émission du Grand Forum avec Yasser Louati qui fait sa première de l'année, comme d'ailleurs Audrey Pronesti et Mehdi Chebaiki qui sont avec nous aujourd'hui. Alors pour finir le débat, il y en a un qui m'envoie par SMS, Mehdi Chebaiki défend l'indéfendable. Carrément. Tu te débrouilles, Mehdi. Ça c'est pour toi, ça, une petite punchline pour toi direct. Mais c'est qui l'indéfendable? C'est qui l'indéfendable? Ce sont tous ces gens qui effectivement regardent ce qui se passe, quand même ces Français, et tous cette sphère médiatique qui amplifie. Rappelle-toi bien, il n'y a pas longtemps, en 2017, durant la campagne, Fillon était donné grand favori de l'élection présidentielle. Exactement. On était tous d'accord. Au mois de janvier, je crois, est sortie cette fameuse affaire Fillon par le Canard enchaîné. Et tout a commencé à monter en épingle avec la mise en examen. Et tu te rappelles d'ailleurs, pardon Mehdi, tu te rappelles peut-être de cette phrase qu'il avait prononcée durant les primaires, quand on est mis en examen, on démissionne, enfin on se retire. Exactement. Et les médias ont appuyé, repris cette phrase et l'ont passée en boucle pour que les Français comprennent bien que cet homme-là, eh bien c'est fait ce que je dis, mais pas ce que, vous voyez, vous connaissez le truc quoi. Donc Mehdi, au bout d'un moment, quand un homme politique a des affaires, ça influe forcément sur le vote. L'affaire DSK était donné grand favori d'élection. Il devait carrément être président. Il devait être président. Oui. Cette image reprise en direct à la télé de DSK menotté à New York, excuse-moi, ça a fait du mal. D'accord, donc vous êtes en train de me dire que les Français votent pour les plus vertueux. Ok, je prends note. Je prends note que l'électorat français dans sa majorité, et l'électorat, je parle français, mais c'est à peu près pareil de partout. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour les politiques les plus vertueux. Je prends note et on en reparlera. Alors là, je note. C'est pas les plus vertueux, c'est que tu connais très bien la tradition française qui attend l'homme providentiel. D'accord, c'est toujours comme ça que ça se passe. Deuxièmement, c'est qu'encore une fois,
Quand une affaire est ressentie comme dégueulasse par les lecteurs moyens, ça n'arrive que parce que la presse dominante a martelé l'affaire et l'a montée en épingle, encore une fois. Mais pourquoi la presse dominante a martelé l'affaire et l'a montée en épingle? Parce qu'elle rend l'information disponible pour le plus grand nombre et qu'elle vulgarise l'information. Il n'y a pas de rapport de force derrière tout ça et des services commandés sur des articles, sur des émissions. Justement, on le nie pas. Justement, qu'il y ait des services commandés. BFM a son agenda idéologique et politique. Idem pour CNews, idem pour Mediapart, idem pour tout le monde. Un média qui n'a pas un agenda idéologique, ça n'existe pas. Il y a toujours une tendance idéologique. Ce sont des jeux à somme nulle. Pardon? Ce sont des jeux à somme nulle. Ben non, puisque certains médias arrivent à faire évoluer l'opinion publique dans un sens ou dans l'autre. Ah oui, c'est carrément ça. Chacun a ses médias, chacun a ses affinités médiatiques. Non, pas chacun. Non, il y en a qui sont sans voix, qui n'ont pas leurs médias. Je suis désolé. Je parle du mainstream. Là, je parle des grands partis. Là, on parle pas des personnes qui sont sans voix. Non, le mainstream parle toujours dans le sens de la poignée de personnes qui les possèdent. Ben c'est ce que alors c'est exactement, c'est tout ce que je dis. Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est pas incompatible. En fait, c'est pas incompatible. Ce que tu dis là, c'est pas incompatible avec ce qu'on est en train de te dire par rapport au fait que quoi qu'il arrive, les affaires ont forcément un impact sur les votes. Étant donné que tout le monde a des affaires. Oui, mais ça dépend quand ça tombe. Ça dépend quand ça tombe. Il y a l'agenda aussi. Mais si je peux prendre faire une petite image, c'est un peu comme le Tour de France où on dit voilà, lui il a gagné, c'est bon. Mince, il est dopé. Bon, bah alors le deuxième a gagné. Mince, lui aussi il est dopé. Mais c'est à peu près la même chose. Oui, mais tout est une question d'agenda politique. Et justement, c'est ce que disait Yasser tout à l'heure, c'est que quand une affaire tombe à un moment donné ou à un autre, regarde l'affaire DSK, et ben c'est tombé avant les élections présidentielles. Bon bah voilà, je crois que la messe était dite, hein. Voilà. Mais pourquoi? Mais vous êtes en train de dire exactement ce que je suis en train de dire. C'est que justement, il y a des coups tordus qui sont faits pour faire tomber certaines personnes. Alors, on va essayer de mettre tout le monde d'accord, parce si tant est qu'on y arrive quelque part, avec Mohamed qui nous appelle de Rogny-sur-Seine, 01 40 33 9000. Venez un petit peu les tacler là, les chroniqueurs. Bonsoir Mohamed, bienvenue et bonne année. Oui, bonne année à vous, meilleurs vœux, donc santé et tout ce qui suit avec. Ouais. Je voudrais tout simplement dire, bon, c'est vrai que c'est compliqué à comprendre, c'est que aujourd'hui le conditionnement de l'être humain passe par les médias. Oui. En fait, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Le fait que quand vous ouvrez BFM, quand vous ouvrez TF1, quand vous ouvrez CNews, toutes ces chaînes-là, comme ils répètent la même chose avec des intervalles de temps tout simplement décalés. C'est que la personne qui ne cherche pas l'information, quand elle entend l'information à CNews, et puis il zappe, il reste sur une autre chaîne, il entend la même information. Moi, ce que je dis aujourd'hui, que tous les médias en France ne sont plus libres, donc ils sont vraiment, ils travaillent pour ils sont plus apolitiques, ils sont quand même affiliés, donc chacune donc à une partie politique, mais en même temps ils se coordonnent même sur l'information qu'il faut passer parce que les gens aujourd'hui, quand vous leur répétez la même information, ils vont l'accepter. Même si elle vient de, je sais pas, d'un autre monde. Et je pense qu'aujourd'hui, l'être humain, moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on est en France, on est dans un pays soi-disant civilisé, des gens sont cultivés, mais quand tu parles avec eux, il n'y a rien qui vient d'eux-mêmes. Ils acceptent tout ce qui vient des autres. Et comme il a parlé de la virtuosité de certaines personnes, quand on veut qu'une personne soit influente, on va l'élever dans les médias. On va lui donner voilà. Après, il faut avoir le temps aussi. Et après, les personnes, tout ce que cette personne va dire, ça sera une vérité absolue. Merci Mohamed pour votre avis en tout cas au 01 40 33 9000. Franchement, vous nous rendez beaucoup de services. Ah bon? Et bien sûr, parce que vous faites travailler notre cerveau. C'est déjà pas mal. C'est bien, c'est une bonne chose, un bon exercice. Merci beaucoup Mohamed en tout cas et bonne soirée à vous. À vous aussi, merci beaucoup. Merci à vous, vos appels. En tout cas c'est un sujet sur lequel on pourra revenir un de ces quatre visiblement, bien entendu avec des divergences qui apparaissent. 01 40 33 9000, moi j'ai envie qu'on file un petit peu du côté de l'UNESCO. Pourquoi? Parce que en septembre le Premier ministre israélien Netanyahou refusait de se rendre à une conférence sur la lutte contre l'antisémitisme organisée par l'UNESCO. Il voulait ainsi protester
donc contre le parti pris incessant de l'organisation contre Israël. Un an plus tôt, on apprenait d'ailleurs que les États-Unis et Israël bien quitteraient l'UNESCO le 31 décembre 2018. C'est chose faite, mesdames, messieurs. Pour Netanyahou, l'UNESCO doit renoncer au comportement absurde qui nie la connexion entre le peuple juif et la terre d'Israël. Entre guillemets, voilà. Donc les États-Unis et Israël ont quitté l'UNESCO, cette organisation, le 31 décembre 2018. Petite réaction, SR ? Non, mais écoute, c'est encore l'alliance des voyous. C'est que, c'est pas un parti pris de l'UNESCO. Quand un État se comporte comme un État voyou et viole de manière aussi brutale et sanguinaire les droits d'une population colonisée et dominée comme c'est les Palestiniens, on peut pas s'entendre à être traité comme un État d'une démocratie progressiste et libérale. Non, Israël n'a que ce qu'il mérite en termes d'isolation sur la scène internationale, et d'ailleurs ça se démontre encore une fois avec le soutien à Israël qui vient seulement maintenant, ouvertement en tout cas, des différents fascistes qui ont pris le pouvoir, aussi bien au Brésil, aussi bien aux États-Unis, aussi bien avec les différentes extrêmes droites européennes qui ont tous voué de soutenir Israël. Donc maintenant, si Israël est défendu par les Netanyahou était au Brésil pour le discours donc d'investiture. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché, de Bolsonaro, accompagné aussi de Orban qui était là. Voilà, donc quand Orban se met à soutenir Israël et vice versa, alors que l'antisémitisme de son gouvernement n'est plus à démontrer. Voilà, écoute, Israël a que ce qu'il mérite. Et pour moi, sincèrement, c'est un non-événement. On peut pas avoir un UNESCO qui est une organisation qui n'a pas vraiment de pouvoir coercitif, qui est seulement là pour des événements culturels, être pris en otage sur ses financements parce que les États-Unis veulent soutenir à tout prix la colonisation israélienne. Mehdi, réaction là-dessus sur le fait que donc Israël et les États-Unis aient quitté, ce n'est pas une surprise, c'était annoncé un an plus tôt, l'UNESCO le 31 décembre 2018. Je rejoins Yasser sur ce qu'il a dit, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. J'ajouterais juste une petite chose, c'est que lorsque Israël a décidé de se retirer de l'UNESCO, c'était par rapport à un événement bien particulier. Par rapport à des résolutions que eux ont jugées anti-israéliennes. Grosso modo, la dernière résolution qui a fait déborder le vase israélien, de la colère israélienne, c'est que l'UNESCO a reconnu, alors j'ai pas le terme exact, mais a reconnu Hébron comme patrimoine mondial de l'humanité en terre de Palestine. Ouais. C'est ça. Or Hébron contiendrait, serait le siège présumé du tombeau des patriarches, donc de grands prophètes. Et Israël trouve complètement anormal que l'on reconnaisse aux Palestiniens un droit culturel sur une terre qu'ils revendiquent, parce qu'il y a des colonies, Hébron, il faut le savoir. Ouais. Mais ça ne fait pas partie encore du territoire israélien reconnu par l'ONU. Alors, ça éclaire quand même sur une chose, c'est que malgré tout ce que l'on peut entendre ici et là sur le fait que Israël serait un État laïque, un État qui garantisse le respect des droits de chacun, enfin bref, tout ce qu'on peut entendre, eh bien finalement Israël se comporte comme une théocratie, tout ce qu'il y a de plus basique, c'est qu'elle dit là-bas il y a mes patriarches qui sont enterrés, donc c'est à moi. C'est aussi simple que ça. Et en plus on parle de présumé. Bon, après c'est une question de croyance. Il semblerait que ce soit le tombeau des patriarches. De plus, il y a les USA qui sont derrière. Alors pourquoi les USA sont derrière ? Bon, on va pas refaire tout le triptyque EPAC, évangélisme, sionisme chrétien, mais bon, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles les États-Unis soutiennent ce retrait de l'UNESCO. Il y a tout un tas d'églises évangéliques un peu bizarres d'ailleurs, qui sont à fond derrière l'État israélien et qui sont à fond derrière la politique israélienne. Donc, in fine, il y a pas vraiment il y a pas de surprise. Une fois de plus, il y a pas de surprise dans ce qui s'est passé. Audrey ? De toute façon, concernant le retrait des États-Unis, de l'UNESCO, c'est pas leur première fois. Ils ont déjà fait ça. Je crois que c'était en 84, de 84 à 2003. Donc là, c'est la deuxième fois qu'ils agissent de la sorte. Après. Bon, moi non plus, je suis pas très surprise. Voilà, c'est une fois de plus montrer leur soutien à Israël. Donc, je pense que pareil, c'est pas une surprise. À partir de là, peut-être que ça va permettre aussi à la Palestine d'avoir peut-être une voix un peu plus intéressante ou avoir un peu plus de poids dans cette organisation, vu qu'ils font pas partie de l'ONU. Mais voilà, après, je suis pas surprise. De toute façon, on le savait. Il l'avait annoncé en octobre 2017, l'année dernière. Donc voilà.
Par contre, ça confirme encore une fois la tendance isolationniste de la politique israélienne. Donc encore une fois, Israël se retrouve de plus en plus isolé et ses seuls soutiens, en tout cas ouverts, sont des pays ouvertement dirigés par l'extrême droite. Et ça poussera à un moment les autres démocraties entre guillemets modérées, que ce soit le Canada ou l'Europe par exemple, à de plus en plus émettre des critiques ouvertes vis-à-vis d'Israël, parce qu'on ne pourra pas indéfiniment défendre un État voyou comme celui-là. Ouais. Si ces démocraties ne basculent pas. Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Rappelons quand même qu'il y a de nouvelles, des élections qui auront lieu, je crois, en avril en Israël, c'est ça. Donc pour la nomination, élection législative, et on pourrait encore basculer davantage à l'extrême droite en Israël. C'est quand même à suivre de très près ce qui va se passer, bien entendu. Un pays de plus. Oui, un pays de plus, bien sûr. Et c'est vrai qu'ils s'entendent bien quand on sait que, par exemple, Bolsonaro a d'ores et déjà dit que sa première décision à l'échelle internationale serait de transférer l'ambassade à Jérusalem. Bon, la messe est dite pour le coup. Et quand on voit qui était et qui a fait partie de l'investiture donc de Bolsonaro au Brésil, pratiquement tous les pays ont boudé, donc à l'exception de Netanyahou qui était là, de Orban et de quelques autres. Voilà. Pour le coup, donc Israël se retrouve isolé sur la scène internationale. Yasser, l'UNESCO donc fera sans donc les États-Unis et sans Israël. On peut dormir tranquille, c'est ça, si j'ai bien compris. C'est pas grave, c'est un non-événement. Grave, ça je sais pas, parce que en même temps ça poussera aussi Israël à se lancer dans une surenchère en se disant de toute façon fichu pour fichu, vu que mes soutiens sont assez puissants comme les États-Unis et que de toute façon leur soutien à ma politique est inconditionnel, oui, ce serait en fait il faut pas l'UNESCO en soi ne peut pas obliger Israël à quoi que ce soit. Donc c'est juste fait une affirmation des droits et de la culture palestinienne qui doit être une brique parmi les autres briques pour faire valoir l'émergence d'un État palestinien autonome et indépendant. J'ai entendu le 8 mai de Mehdi. C'était un oui mais c'était un oui tout à fait, mais je voulais revenir sur l'isolationnisme supposé, l'État Israël qui serait isolé, supposément isolé. Pas vraiment, c'est un État qui a jamais fait dans le multilatéralisme. Alors Israël en fait va à l'ONU, il travaille avec l'ONU lorsque c'est pour ses intérêts, lorsque l'ONU accepte et accède aux revendications israéliennes, notamment à sa création. Il faut revenir à la SDN d'ailleurs, c'était pas l'ONU actuelle, c'était une vingtaine ou une trentaine de pays. Mais sinon, en règle générale, depuis quand est-ce que Israël a pris langue auprès de ses alliés, si ce n'est les États-Unis, pour agir? Jamais. Donc finalement, ça change vraiment pas grand-chose à la donne. Bon, alors, je voulais qu'on parle absolument d'autre chose et d'un sujet un peu plus grave. Vous parlez de ce député que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Florent Boudier, qui est un ancien orateur de La République En Marche. Il a pris part, d'ailleurs, lors des discussions sur le projet de loi immigration, avait pris la tête en juin dernier d'un groupe de travail aussi député donc de La République En Marche, censé travailler sur l'islam en France. L'élu de Gironde, d'ailleurs, estime qu'il travaille en tant que député pour donner l'islam de France un cadre et des règles et des réponses humaines et dignes à la question aussi des rétentions des enfants étrangers, enfants mineurs bien sûr. Alors deux thèmes qui a priori lui ont valu quelques soucis, puisque dans la nuit du 30 au 31 décembre, la permanence du député a été vandalisée avec deux inscriptions qui ont été retrouvées sur les murs, Islamo-Collabo, et les mineurs isolés, donc également dégradation stupide, bien sûr, qui se sont produits dans sa permanence en Gironde. Donc on lui reproche finalement de travailler sur l'islam d'un côté et sur les enfants mineurs isolés. Député qui a travaillé, a collaboré aussi avec Aurélien Taché, bien sûr, sur ces sujets. On a contacté d'ailleurs sa permanence, il est aujourd'hui à l'étranger, on ne pourra pas l'avoir en direct avec nous, on l'aura en début de semaine. Est-ce que le fait de travailler maintenant sur l'islam, ça peut vous valoir des soucis, Yasser Louati? C'est pas un scoop ça. D'ailleurs, combien de personnes ont défendu ce député? Pourquoi est-ce qu'on a payé le levé de bouclier au nom de la République et de la morale républicaine, etc. Ça va pas faire scandale? Oui, c'est vrai. Alors, je vais prendre, pardonnez-moi, je vais provoquer volontairement.
si on avait reproché un député, je ne sais pas, de travailler sur un travail de mémoire, je sais pas, sur le peuple juif ou pas, est-ce qu'on aurait eu donc des propos ou des tags à caractère antisémite, est-ce qu'on aurait fait plus de bruit? Mais bien sûr, Bah, mais voilà. il faut pas avoir honte de dire qu'il y a un deux poids deux mesures entre antisémitisme et islamophobie, alors que les deux sont liés. C'est pas l'un et pire. Sur un rond-point, 3 quenelles sur un rond-point, ça fait toute une histoire. Hein. Oui, bien sûr. Et là, on n'a pas vu la République. Non, c'est pas ça. Non, là, c'était les dénonciations sont venues sur certaines pages Facebook et puis ça s'est arrêté là. On n'a pas eu le Premier ministre qui est monté au créneau, etc. Non, puis, les musulmans sont la chair à canon de ce que devient la France aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez remarqué ce fameux préfixe islamo-collabo. Voilà, bon, après je vais pas m'étendre sur la question, mais enfin je veux dire, à partir du moment où voilà, on a une politique qui va en faveur des musulmans, ça y est, ça va poser un problème. Effectivement, je suis d'accord, le fait que cet événement n'a pas fait scandale en fin de compte. Voilà, oui, il y a eu des non mais pêches, c'est vrai, très intéressant ce que dit Yasser, c'est qu'il y a pas une levée de bouclier pour soutenir ce député. Et en plus, c'est islamo-collabo. Ne m'attends, excuse-moi. Ouais. Qui étaient les collabos? Mais c'est la question. Les collabos étaient des blancs qui ont signé un pacte avec les nazis pendant que les indigènes, eux, se battaient contre eux. Et aujourd'hui, on monte le préfixe islamo-collabo comme si pour se décharger, vous savez quoi, tout ce mal-là est lié aux musulmans. Mais encore une fois, moi, ça me révulse ces histoires-là. Et encore une fois, même ceux qu'on appelle les musulmans ne prennent pas la mesure de ce qui les attend. Quand on voit des comportements comme ceux-là, des permanences qui sont taguées, ça veut dire que demain, on aura des pogroms en France et personne ne viendra dire fraternité républicaine et je ne sais quoi. Ça veut dire que la parole islamophobe est tellement c'est tellement libéré, c'est tellement normalisé qu'un député voit sa permanence taguée avec des tags islamophobes, ça n'émeut même pas l'exécutif, qui s'est fait élire, je le rappelle, grâce au soutien de nombreuses organisations, soi-disant de lutte contre l'islamophobie et de soutien aux quartiers populaires. Donc il y a un moment, on est vraiment à un carrefour extrêmement dangereux quand on voit un député qui n'est même pas défendu par son parti politique, par ses pairs au Parlement et encore moins par l'exécutif. Et sincèrement, je monte le ton parce que je suis extrêmement pessimiste sur la situation et l'avenir de ceux qu'on appelle les musulmans en France. Je ne suis pas dans le complotisme, je ne suis pas catastrophiste, mais tous les mécanismes qui permettent qu'on puisse violer les droits de ceux qu'on appelle les musulmans depuis leur plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte dans toutes les sphères de la société, à l'école, au travail, à l'armée, à la police et je ne sais où, personne ne s'en émeut. Et le pire dans tout ça, c'est que les organisations qui se sont accaparées le droit de défendre ce qu'on appelle les musulmans ou de parler en leur nom, ne se rendent pas compte du problème structurel. Ça veut dire qu'on est en train de commander quelques concessions ici ou là sur l'islamophobie, mais personne ne va au front pour dire que si les musulmans sont des citoyens, ils méritent autant de protection que les citoyens de confession juive, catholique ou les personnes qui n'ont pas de confession. Je crois que c'est clair. Mehdi. Entièrement d'accord sur les dangers qui nous attendent. Bien sûr. Mais ce monsieur, déjà, qu'allait-il faire dans cette galère? Voilà, moi, je suis, comment dire, c'est effrayant ce qui se passe. Hein, quand on commence à attaquer même un député, c'est-à-dire quelqu'un qui est quand même représentatif des institutions françaises, pour un supposé soutien aux musulmans, c'est très grave. Mais d'un autre côté, je me dis, mais finalement, ça leur pète à la gueule, cette histoire. Pourquoi l'exécutif français, le gouvernement français qui se succède, désire-t-il toujours essayer de réglementer, organiser, interagir avec le culte musulman? Nous-mêmes, citoyens français de confession musulmane, n'arrivons pas à nous organiser. Pourquoi est-ce qu'en face, on a un gouvernement qui essaye de tout faire pour mettre sa hiérarchie en place et faire en sorte d'avoir un interlocuteur qui sera choisi? Moi, c'est ça qui me dérange. Et le fait que des idiots d'extrême droite ne comprennent même pas que ce député n'est pas là pour travailler dans l'intérêt des musulmans, parce que il n'est pas là pour faire ça. Il est là pour travailler dans l'intérêt de la République française. En tout cas, dans ce qu'il pensait être l'intérêt de la République française. Et ces gens ne comprennent même pas que le gouvernement essaie de nous faire marcher au pas.
quitte à mettre des gens à la tête de certaines organisations qui ne seraient pas du tout représentatives. Ils pensent simplement que vu qu'il part d'islam avec certains musulmans, oh là là, c'est un islamo-collabo. Alors pas du tout, c'est quelqu'un qui, j'ai envie de dire, bosse pour eux. Moi, personnellement, j'ai toujours des problèmes lorsque les politiques qui arguent de la laïcité, H24, sur toutes les antennes télé et à l'Assemblée nationale, viennent nous expliquer que, attendez, on va vous expliquer comment organiser votre culte. Ça, personnellement, en tant que citoyen français de confession musulmane, ça me dérange particulièrement. Que derrière, il y ait des idiots qui se prennent à ce genre de personnes, ça, par contre, ça ne m'étonne pas. Mais là, si je peux me permettre, Mehdi, tu abordes deux points qui sont bien distincts. Là, on parle d'un politique qui, en gros, est accusé effectivement d'avoir une politique concernant les musulmans. Toi, apparemment, d'après ce que je comprends, ça te dérange. Mais pour une fois que, et je prends pas parti pour lui, voilà. Sauf que pour une fois qu'on a un politique, voilà, qui cherche à faire des choses, du moins en faveur du culte musulman. Je vois pas. En faveur, c'est-à-dire ça, on sait pas en faveur. Non, mais quand je dis en faveur, c'est que en tout cas, si on lui a écrit islamo-collabo, c'est que concrètement, ça doit déranger les personnes qui sont contre. Parce qu'il fait partie d'une commission. Non, mais je reprends mes propos. Voilà. C'est des personnes qui ne se rendent même pas compte de du travail de ce député et du travail anticlérical de la République française en règle générale. Alors, tu as probablement raison, sauf que là, c'est pas trop ça, moi, qui me dérange, c'est le fait que ça renvoie. Ça veut dire que, grosso modo, le fait que ça puisse déranger des personnes, en fait, c'est le fait qu'on puisse écrire ce genre de choses et qu'en fin de compte, on n'en parle pas autant que si ça avait été des tags antisémites. Pour moi, c'est aussi grave. C'est ça que je suis en train de te dire. Après, voilà. Donc, voilà, moi ce qui me pose problème, c'est ça. Après, concernant l'avenir des musulmans en France, effectivement, le traitement médiatique, on connaît tous. Je suis assez d'accord avec ce que disait Yasser. Bon, après, je le dis avec un petit peu moins de véhémence et de passion, mais voilà, j'en pense pas moins sur ce point. Et grosso modo, il faut vraiment pas fermer les yeux, et c'est pour ça qu'on en parle. En tout cas, on l'aura en ligne, le député, la semaine prochaine, qui a décidé, je le rappelle, de porter plainte. Il l'a annoncé en tout cas dans un tweet. Sa permanence qui a été donc taguée dans la nuit du 30 au 31 décembre. On lui reproche visiblement donc de travailler et sur l'islam et sur le traitement des mineurs, des étrangers mineurs isolés. Donc voilà, ça lui a valu des tags. Et ils sont pas très nombreux au sein même de son parti, mais également dans la sphère médiatique et politique, à soutenir ce député. Il y en a qui ont été soutenus pour beaucoup moins. Voilà. C'est ça qui est un problème. C'est ça qui est un problème, et c'est en ça que cette affaire est intéressante d'observer. Alors, je voulais qu'on termine évidemment cette partie avec le plus de l'info, avec cette information incroyable, messieurs, dames. C'est une première mondiale. La Chine est parvenue ce matin à faire se poser un engin spatial sur la face cachée de la Lune. C'est donc une première dans l'histoire, évidemment. Une avancée de taille dans la conquête spatiale. Cette face cachée de la Lune présente plusieurs intérêts scientifiques et stratégiques. Au menu désormais, sachez-le, de la géologie lunaire, de l'astronomie. C'est un endroit idéal d'ailleurs pour en faire, puisqu'on est à l'abri des ondes émises depuis la Terre. Plus original, des graines de plantes et de pommes de terre sont à bord dans une capsule. L'idée, c'est de voir si elles peuvent germer pour relâcher de l'oxygène comme sur Terre. Programme chargé en tout cas pour les autorités chinoises. On peut dire que le contrat est rempli. Le succès de cet atterrissage est retentissant en Chine. La Chine qui va poursuivre son programme ambitieux. La prochaine étape, c'est un vol habité vers la Lune, toujours en 2022. Donc voilà pour cette petite révolution dans l'histoire de la science. Mais Christophe. Oui. Sur la face cachée de la Lune. Oui. Comment on peut vérifier? Voilà, je déconne, je plaisante. Mais dis là, non, ça va plus là, ça va dans tous les sens maintenant, on dit. Sinon, autre info également, l'année 2019 qui ne commence pas sous les meilleurs auspices pour Emmanuel Macron. On en parlait tout à l'heure. Son monsieur communication, donc Sylvain Faure, a annoncé qu'il démissionnait. Emmanuel Macron lui avait demandé de prendre la tête de la communication de l'Élysée l'été dernier, au moment de l'affaire Benalla. Sylvain Faure, qui était aussi la plume du chef de l'État, rappelons-le, va donc quitter ses fonctions à la fin du mois. Et puis tiens, une petite info pour finir, le musée du Louvre, sachez-le, bat une nouvelle fois des records de
de fréquentation après une chute du nombre d'entrées dues aux attentats en 2015. Le plus grand musée d'art du monde annonce avoir franchi la barre symbolique des 10 millions de visiteurs. Le Louvre va ainsi son record de 2012 établi à 9,9 millions d'entrées et dépasse aussi le musée national de Chine et les musées de Washington et de New York. Cocorico, bravo le musée du Louvre. Ou pas d'ailleurs? Non, bah si, quand même. Bon, merci. Bah Cocorico. Oui. Yasser, Cocorico, non? Pas de Cocorico. Non. Non, d'accord. Très bien. Le musée du Louvre, t'as déjà été? Ouais. Ouais, sympa. Plusieurs fois, j'aime bien. Ouais. Bon. Mehdi, toi, c'est à Lyon, il n'y a pas de musée, si? Non, mais à c'est Lyon, quand même... on a des musées magnifiques à Lyon. Je t'inviterai un jour à venir. Ouais. Mais le Louvre. On a le musée, oui, pour moi, le musée de Lyon, c'est Gérard Collomb. Mais bon. Ah bah voilà. Dans un instant, le zapping, messieurs, dames, ne bougez pas, à tout de suite. Il s'appelle Mehdi Chebaiki, c'est notre cheminot d'ailleurs de l'équipe, oui, Mehdi Chebaiki de Lyon, et puis Yasser Louati, le plus militant des militants, depuis son jeune âge, voilà, et puis Audrey Pronosti qui est journaliste d'ailleurs qui travaille, on va pas le cacher, on va même en être fier, du côté du Mondi Blog, elle fait quelques articles très intéressants. Beaucoup d'articles d'ailleurs, ma chère Audrey. Oui, dès que possible, c'est clair. Bon, voilà, c'est journaliste, c'est pas facile en ce moment. Bah non, c'est pas facile, mais après je pense que quand on est passionné par ce qu'on fait, bah forcément ça facilite les choses. Tu sais que j'ai une question à te poser. Vas-y. Est-ce qu'on peut être journaliste et donner des informations sans donner son avis? Ça dépend l'exercice de style. Si c'est un édito, on peut effectivement donner son avis. Par contre, si c'est un article, un papier sur un sujet basique, effectivement, on n'a pas donné son avis. Après, un reportage, il faut savoir prendre de la distance. En fait, ça dépend des exercices. Un édito, c'est génial, effectivement. Il nous reste 5 minutes lors du zapping. Si on prend 100 millions d'Africains, d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Vote pas de votre calmement, mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Le zapping avec les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, mais aussi à la radio. Et pour démarrer, justement, le gouvernement qui durcit le ton vis-à-vis des chômeurs. Écoutez plutôt. Le gouvernement durcit le contrôle des chômeurs qui ne respectent pas leurs obligations. Ils risquent d'être radiés temporairement en cas de non-respect d'un rendez-vous. Leur allocation sera supprimée dès le premier manquement à la recherche d'un emploi. Le nombre de contrôleurs va lui être triplé. Les syndicats dénoncent une chasse aux chômeurs. Il faut juste rappeler qu'il y a 0,4% de fraudeurs. Et on mélange les 0,4% de lutte contre la fraude à l'ensemble des chômeurs qui cherchent du boulot. Quelque part, il y a une façon d'obliger les gens à prendre des boulots qu'ils ne souhaitent pas. Et ça a été voté très récemment, fin décembre, là, pendant les vacances, là, entre Noël et le jour de l'an. Les chômeurs, là, sont considérés comme des fraudeurs, Yasser Louati ? Franchement, c'est un sujet qui est vraiment abject. Je veux dire, on a 80 milliards de fraude fiscale par an. Et on s'en prend, comme disait le monsieur là dans le package, de 0,4% de chômeurs. Je veux dire, on est encore une fois on détourne l'attention de la réelle source des problèmes pour les orienter vers ceux qui ne peuvent pas se défendre. Si vraiment le chef de l'État avait envie de combattre, ou plutôt d'améliorer la situation en France, qui commence déjà par taxer ceux qui ne payent pas leurs impôts en France, qui commence déjà par combattre l'évasion fiscale qui nous coûte, pour le citer, un pognon, un fric de dingue. Mehdi ? C'est une stratégie politique. En faisant cela, il répond finalement à une des demandes des Gilets jaunes. Le gouvernement tape sur ceux du dessous, les dirigeants tapent sur la classe moyenne, les classes moyennes tapent sur les plus pauvres. Les dirigeants tapent sur les pauvres pour satisfaire les classes moyennes et continuer à les ponctionner. Voilà. Bon, résumé qui te convient, Audrey ? Oui, je suis d'accord avec ce que Yasser et Mehdi viennent de dire. Après, je pense aussi que ça peut... Ça entre en vigueur à partir du mois de mars, visiblement. Ça va permettre... Enfin, c'est pas le bon mot. Le but aussi, c'est d'avertir et de mettre la pression encore plus
aux demandeurs d'emploi d'une certaine manière pour montrer qu'il y a un renforcement, alors que bon. Mais c'est encore faire croire que les gens ne veulent pas travailler. Oui, non, mais c'est ça. Même humainement parlant, personne n'aime rester oisif à rien faire. C'est pas vrai. On est bien d'accord. Et puis c'est aussi, excuse-moi, mais ça a été aussi un choix politique fait dans les années 80, le choix du chômage de masse, pour pouvoir peser sur les salaires et continuer à avoir une certaine productivité des entreprises françaises. Ça a été un choix acté politique. On a choisi le chômage de masse. On a choisi d'avoir des contrats de travail CDI avec des difficultés pour briser ces contrats de travail. En tout cas, aujourd'hui, c'est moins le cas. Mais ça avait été un choix qui a été fait à l'époque pour justement tirer les salaires français vers le bas et éviter une inflation importante et une augmentation des salaires. T'as de la chance, on n'aura pas le temps, Mehdi, en tout cas de passer l'extrait que je voulais passer, Force ouvrière qui promet en tout cas une nouvelle grève dans la fonction publique, donc ça te concernait un peu. Dommage, mais parce que je voulais qu'on termine sur une série de conférences que tu t'apprêtes à faire, cher Rémi Yasser, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, justement, vu que 2019 sera une année électorale et que qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur le terrain, donc avec le CJL que je préside, ça sera en fait une série de conférences mensuelles entre Lyon et Marseille avec la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Ouais. Donc ça sera une conférence mensuelle, veut dire, je sais pas, on a encore la première aura lieu le 5 février. Où ça? Ça sera à Marseille. À Marseille. La date, t'as le lieu ou pas? Non, pas encore. On s'est mis d'accord sur la date il y a 3 jours. J'aurai les informations sur la salle très bientôt. Et le but, c'est vraiment de mobiliser le terrain, de trouver des modalités de fonctionnement pour que les différents militants et associations se coordonnent sur les actions communes. Et bien entendu, c'est encore une fois contourner Paris pour justement faire émerger d'autres acteurs, d'autres associations et créer un mouvement de solidarité vis-à-vis de ce que nous attend en 2019 et après. Merci, cher ami Yasser Louati. Tu pourras aller voir Amédi à Lyon quand il passera là-bas. Avec grand plaisir, mais on s'était déjà croisé à Lyon. On aura l'occasion d'en discuter. D'accord. Je débarquerai avec un mot de Marseille. Ne nous dis pas tout. Ce que tu fais, tu prendras le contournement est de Lyon et puis tu continueras par voilà. Merci Mehdi Chebaki, merci Audrey Pronosti, merci Yasser Louati. Et on se retrouve évidemment demain avec Abdeslam Itache et Tarek Mami. Demain c'est vendredi et donc c'est Mamie comme tous les vendredis. Bonne soirée à tous sur France Maghreb 2, à l'écoute de votre radio. On poursuit évidemment sur les réseaux, suivez-nous sur le Twitter, le Grand Forum FM2, sur la page également de l'émission sur Facebook, Christophe Le Grand Forum. Et suivez aussi le site de la radio France Maghreb 2, il est 18h, le journal de RFI tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.